En un clin d'œil, l'humanité a transformé la planète. Les villes dominent les nuages, la technologie évolue à une vitesse fulgurante et l'énergie alimente un monde autrefois considéré comme inimaginable. Notre ambition a remodelé les paysages, dynamisé les économies et connecté des milliards de personnes. L'innovation est devenue la pierre angulaire de notre progrès. Mais le progrès s'accompagne du nombre, un déséquilibre croissant dans le monde naturel. Alors que nous brûlons des combustibles fossiles pour alimenter nos vies, l'air se remplit de gaz à effet de serre, emprisonnant la chaleur et perturbant les systèmes climatiques délicats de la planète. Les conséquences sont flagrantes. L'élévation des températures mondiales alimente des tempêtes meurtrières, les saisons deviennent chaotiques et les sécheresses menacent les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire dans le monde entier. De la fonte de l'Arctique à l'incendie de l'Amazonie, les preuves sont indéniables. Notre planète change et avec elle, la vie de millions de personnes est bouleversée. Réveille-toi, planète Terre. En un clin d'œil, l'humanité a transformé la planète. Les villes dominent les nuages, la technologie évolue à une vitesse fulgurante et l'énergie alimente un monde autrefois considéré comme inimaginable. Notre ambition a remodelé les paysages, dynamisé les économies et connecté des milliards de personnes. L'innovation est devenue la pierre angulaire de notre progrès. Mais le progrès s'accompagne du nombre, un déséquilibre croissant dans le monde naturel. Alors que nous brûlons des combustibles fossiles pour alimenter nos vies, l'air se remplit de gaz à effet de serre, emprisonnant la chaleur et perturbant les systèmes climatiques délicats de la planète. Les conséquences sont flagrantes. L'élévation des températures mondiales alimente des tempêtes meurtrières, les saisons deviennent chaotiques et les sécheresses menacent les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire dans le monde entier. De la fonte de l'Arctique à l'incendie de l'Amazonie, les preuves sont indéniables. Notre planète change et avec elle, la vie de millions de personnes est bouleversée. Réveille-toi, planète Terre. Les scientifiques savent que la température de la Terre est stable depuis la fin de la grande période glaciaire, il y a environ 10 000 ans. Du moins, la situation est restée stable jusqu'au milieu du 19e siècle. Puis quelque chose d'étrange a commencé à se produire. La Terre a commencé à se réchauffer à une vitesse alarmante. Cela a coïncidé avec le début de la révolution industrielle. À cette époque en particulier, les humains se sont engagés dans une lutte totale pour dominer le monde et l'amélioration de l'hygiène, la mécanisation, la science ont entraîné une explosion démographique. This has resulted in an explosion in human population. De nombreux seniors ont vu la population mondiale passer de 2 milliards à près de 9 milliards aujourd'hui. From 2 billion to nearly 9 billion today. Les succès et les échecs de l'humanité ont un coût pour notre environnement. Aujourd'hui, nous vivons sur un temps d'emprunt.
La température de la Terre est aujourd'hui d'au moins 1,2 à 1,5 degrés centigrades supérieure à son niveau pré-industriel. Le climat change à un rythme si rapide que nous commençons tous à en prendre conscience. De nombreux scientifiques pensent désormais que si nous ne réduisons pas nos émissions à zéro, la Terre deviendra un enfer avec des répercussions apocalyptiques pour l'humanité. Cela pourrait sonner le glas de l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cette année 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. 2023 est un avertissement de ce qui est à venir. En 1995, un rapport de la CIPV indiquait qu'il ne devrait y avoir que peu de changements dans les niveaux de glace emprisonnés dans la calotte glaciaire gelée de l'Antarctique au cours des 100 prochaines années. Comme ils avaient tort. En mars 2022, de vastes étendues de l'Antarctique de l'Est ont connu une vague de chaleur pouvant atteindre 40 degrés centigrades au-dessus de la normale. Il s'agit de l'anomalie de température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre. L'Antarctique est en train de succomber au changement climatique. Le plus grand réfrigérateur de la Terre commence à dégeler. De vastes zones de glace marine disparaissent à un rythme alarmant. Après l'été 2023, la zone de glace manquante dans les océans antarctiques a atteint un niveau record. Quand l'hiver est arrivé, une zone de glace de la taille du Groenland manquait par rapport à l'année précédente. La fonte de la calotte glaciaire de l'Antarctique est particulièrement inquiétante, car il y a suffisamment de glace emprisonnée dans les calottes glaciaires de l'Antarctique pour élever le niveau de la mer de 60 mètres. Le fait que les calottes glaciaires de l'Antarctique et de l'Arctique fondent aura un impact considérable sur le climat mondial pour nous tous. Cela aura également un effet dévastateur sur la température des océans, les courants et les nutriments marins qui alimentent la chaîne alimentaire dans les profondeurs océaniques du monde entier. Le plus inquiétant est que le taux de fonte des calottes glaciaires polaires et de la glace marine devrait augmenter de façon exponentielle au cours des prochaines années. 2023 et maintenant 2024 sont marqués par des vagues de chaleur records. Une station météorologique de Sanboa, en Chine, a enregistré une température record de 52,2 degrés centigrades le 16 juillet 2023. Quelques jours plus tard, Pékin a également enregistré sa température la plus élevée jamais enregistrée, soit 41,1 degrés Celsius. Au même moment, en Sibérie, en Russie, où l'on ne s'attend pas à des valeurs de chaleur, Ekaterinbourg a enregistré sa température la plus élevée de 40 degrés Celsius. En Europe, le même schéma de vague de chaleur est apparu. À Athènes, la température ambiante a atteint 43,4 degrés centigrades et des records ont été battus en Sardaigne, en Italie, où les températures ont atteint 43 degrés centigrades en juillet 2023. De plus, les Amériques n'échapperont pas à ces vagues de chaleur records en 2023. Le 16 juillet, dans la vallée de la Mort, en Californie, la température la plus élevée de 55 degrés centigrades y aurait été enregistrée. À Phoenix, en Arizona, il y a eu 31 jours consécutifs où la température a dépassé 43 degrés Celsius. Au Mexique, les températures étaient si élevées qu'elles ont affecté la vie sauvage locale. Les singes hurleurs indigènes tombaient des arbres et mouraient en grand nombre. Les sécheresses sont étroitement associées aux vagues de chaleur. Les sécheresses records de 2023 ont gravement affecté le commerce dans le bassin du fleuve Mississippi et dans le canal de Panama, où les niveaux d'eau ont baissé à des niveaux qui ont entravé la circulation des navires commerciaux. Le bassin de fleuve Amazon a connu la pire sécheresse de son histoire. À Manaus, le niveau du fleuve a baissé de 12,7 mètres. Une partie de l'eau de la rivière a atteint 40 degrés Celsius. Cela a entraîné une anoxie de l'eau, une mortalité massive de poissons et un empoisonnement de l'eau de la rivière. Ce changement climatique a été aggravé par la disparition de la forêt amazonienne au fil des ans. Environ 20% de l'Amazonie a déjà été déboisée et 40% supplémentaires se sont dégradés au fil du temps. Le stress hydrique est à l'origine du risque de disparition de 37% supplémentaires de la forêt amazonienne restante. Cela rend également les forêts tropicales amazoniennes vulnérables aux incendies. De plus, en 2023 et 2024, le monde a connu un nombre record d'incendies de forêt.
Des incendies de forêt ont été observés en Algérie, en Tunisie, en Sicile, à Dubrovnik, à Rhodes, au Portugal, en Turquie, en Bulgarie, en Croatie, en Albanie, dans le sud de l'Italie et plus particulièrement lors des violents incendies de forêt en Grèce. Les incendies de forêt ne sont pas non plus une nouveauté en Amérique du Nord, mais l'ampleur observée au Canada de juillet à novembre 2023 était totalement sans précédent. 900 incendies de forêt ont été enregistrés, dont 500 étaient toujours hors de contrôle en novembre 2023. Cette catastrophe a consumé au moins 18 millions d'hectares de forêt et recouvert les États-Unis d'une couche de brouillard nauséabond, provoquant de nombreux problèmes de santé jusqu'au sud de New York. Les changements climatiques ont également entraîné des hausses records de température de la mer. L'océan est le plus grand collecteur d'énergie solaire sur Terre. Non seulement l'eau recouvre plus de 70% de la surface de notre planète, mais elle peut également absorber de grandes quantités de chaleur sans augmenter de manière significative la température de la surface de la mer. 91% de l'énergie thermique captée dans l'atmosphère en raison de l'effet de serre causé par l'accumulation de gaz a été absorbée dans les océans. Cette quantité d'énergie absorbée dans la mer équivaut à l'énergie thermique produite par l'explosion de 5 bombes atomiques d'Hiroshima par seconde au cours des 25 dernières années, une quantité d'énergie presque inimaginable. Cette énergie thermique emprisonnée dans les océans entraîne une hausse constante des températures à la surface de la mer. Cela se reflète dans les relevés effectués depuis l'origine de la mise en place des relevés. Des températures records ont été enregistrées dans nos océans pendant 9 mois consécutifs en 2023. La température moyenne mondiale de la surface de la mer atteignant un record de 21,1 degrés centigrades le 20 janvier 2024. Il s'agit probablement de la température la plus chaude que les océans aient connue depuis 100 000 ans. L'augmentation de la température de la mer a pour effet d'accroître l'absorption d'humidité dans l'atmosphère et d'affecter le climat. Le changement climatique a entraîné une augmentation des températures de la mer et de l'atmosphère, ce qui a entraîné une augmentation globale de la fréquence, du nombre, de la puissance et de la gravité des cyclones, des tempêtes et des inondations qui se produisent à l'échelle mondiale. Il existe cependant des anomalies périodiques. Ces températures plus chaudes que les normales enregistrées auraient été aggravées par la libération de grandes quantités d'énergie thermique dans l'atmosphère par l'énorme répercussion de l'effet El Niño qui s'est produit dans le Pacifique en 2023. Ces températures supérieures à la normale se poursuivront en 2024, même quand le Pacifique revient à un état La Niña en 2024. Les phénomènes El Niño et La Niña sont des phénomènes météorologiques opposés, cycliques et de durée de 3 à 7 ans qui brisent les tendances climatiques normales. Les scientifiques appellent ces phénomènes le cycle El Niño Oscillation Australe, ENSO. El Niño et La Niña peuvent tous deux avoir des répercussions mondiales sur le climat, les incendies de forêt, les écosystèmes et les économies. Les épisodes d'El Niño et de La Niña durent généralement 9 à 12 mois, mais peuvent parfois durer des années. Cela a provoqué des inondations records dans de nombreuses régions du monde. Là encore, la Chine est l'un des pays les plus touchés par les inondations. En juillet 2023, 16 villes et provinces du nord-est ont connu des inondations records en raison du typhon Doksuri et Pékin a connu ses précipitations les plus fortes depuis 140 ans. En mai 2024, au moment même où Delhi souffrait de températures caniculaires allant jusqu'à 49,6 degrés centigrades, le Bengale occidental et l'État du Mizoram, au nord-est du pays, ont été frappés par des coups de vent et des pluies torrentielles du cyclone Remal qui a frappé l'Inde et le Bangladesh, tuant plus de 38 personnes. Le département météorologique du Bangladesh a déclaré que ce cyclone était l'un des plus longs de l'histoire du pays et a imputé ce changement à la dégradation du climat. Le changement climatique aurait également des répercussions sur l'Inde. En 2023, Shimla a reçu des précipitations exceptionnelles qui ont entraîné de graves inondations, des glissements de terrain et des pertes en vies humaines.
La région méditerrano-européenne n'a pas échappé aux inondations et nous avons été rappelés au danger des crues soudaines lorsque 11 000 personnes ont perdu la vie à Derna, en Libye, le 10 septembre 2023. Des inondations records ont également été observées en Grèce, en Espagne, en Italie, en Turquie, en Bulgarie et en France. La situation du sud du Brésil, à la confluence des courants tropicaux et polaires, a entraîné des périodes de sécheresse et de pluie de plus en plus intenses en raison du changement climatique. Des pluies records dans certaines parties de l'État de Rio Grande do Sul, au Brésil, en mai 2024, ont provoqué des inondations, le déplacement d'1/4 de million de personnes et de graves pertes en vies humaines. Les conditions exceptionnellement chaudes observées à l'échelle mondiale en raison du phénomène El Niño de 2023 ont provoqué 2 des cyclones les plus dévastateurs et les plus puissants qui se sont produits dans les océans Pacifique et Indien. 2 exemples de cyclones exceptionnellement puissants qui ont fait des ravages en atteignant la Terre en 2023 étaient les cyclones Freddy et Otis. Le cyclone Freddy est devenu le cyclone le plus long jamais enregistré et a été à l'époque officiellement la tempête dégageant le plus d'énergie jamais observée sur Terre. Le cyclone tropical meurtrier a accumulé de l'énergie alors qu'il traversait les eaux chaudes du sud de l'océan Indien pendant plus de 5 semaines en février et mars 2023. Lorsqu'il a finalement atteint la Terre, il a causé des dégâts considérables au Malawi et aux communautés côtières du Mozambique et de Madagascar. Le réchauffement des océans a également eu un impact considérable sur les organismes vivants dans les océans et notamment sur les récifs coralliens. Une augmentation de 1 degré de la température de la surface de la mer sur une période de 48 jours suffit à tuer les algues symbiotiques vivant dans le corail et donc à priver le polype corallien de sa source de nourriture et à le faire mourir, un processus connu sous le nom de blanchiment du corail. 88% de la grande barrière de corail a déjà été blanchie. Cela est particulièrement dommageable car une espèce marine sur 4 dans nos océans dépend du corail pour la survie de son habitat. De plus, environ 30% du dioxyde de carbone émis dans l'atmosphère est absorbé par les mers. Ce gaz se combine à l'eau pour produire de l'acide carbonique, un processus connu sous le nom d'acidification des océans. Ce pH a chuté de 40% dans certaines parties des océans et devrait encore baisser jusqu'à 7,8 d'ici 2100. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais cela représente une baisse du pH de 150% par rapport à l'époque pré-industrielle. Ce changement de pH aura un effet sur toute la vie marine qui dépend du calcium pour une partie de sa biochimie structurelle, car il rend plus difficile pour ces organismes marins de conserver leurs coquilles extérieures. L'acidification des océans a déjà un effet néfaste sur les populations et la croissance des mollusques, des crustacés et des récifs coralliens dans certaines zones côtières océaniques et aura de plus en plus d'impact sur le phytoplancton et le zooplancton de la partie inférieure de la chaîne alimentaire qui sont extrêmement sensibles au changement de pH. En outre, environ 40% de la population mondiale dépend des produits de la mer comme source importante de protéines et d'oligo-éléments. Un changement de pH aurait sans aucun doute un effet néfaste sur la pêche artisanale et donc sur l'économie des populations locales qui dépendent de la pêche pour leur subsistance. Le principal facteur de changement climatique est le dioxyde de carbone.
Bien qu'il existe d'autres gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone est un très bon indicateur du changement climatique, car son augmentation de concentration depuis la révolution industrielle est très étroitement corrélée à l'augmentation de la température atmosphérique. Depuis 1800, la courbe ascendante du graphique des émissions mondiales de CO2 en gigatonnes indique qu'il n'y a pas encore beaucoup de ralentissement dans la combustion des combustibles fossiles. Les gouvernements du monde entier devront prendre des mesures énergétiques et contraignantes pour stopper les émissions et appliquer les principes de l'accord de Paris sur le changement climatique de 2015 qui vise à maintenir la planète à 1,5 degré centigrade au-dessus du niveau pré-industriel. Le monde a déjà franchi ce niveau de 1,5 degré centigrade en août 2023 et pourrait atteindre 1,8 en 2024. 8 degrees centigrade sometime in 2024. Les produits financiers faciles tirés de l'industrie pétrolière s'est révélé être un modèle très séduisant pour les entreprises mondiales. Actuellement, tous les gouvernements renoncent à leurs engagements de respecter le traité de Paris sur le climat de 2015. Les compagnies pétrolières prévoient toujours de nouvelles recherches d'exploration pétrolière pour trouver de nouvelles réserves de pétrole. Les gouvernements du monde entier n'ont pas prêté attention aux avertissements des climatologues. Ceci est mis en évidence par le fait que les subventions mondiales pour les combustibles fossiles ont augmenté pour atteindre 7 000 milliards de dollars américains en 2022, ce qui équivaut à 7% du produit national brut mondial. Of the world's gross national product. Les gouvernements ont fait peu ou pas de tentatives pour freiner cette demande croissante. De nombreux climatologues prédisent désormais que si nous ne réduisons pas les émissions de dioxyde de carbone de 35 gigatonnes par an à zéro d'ici 2050, la température atmosphérique terrestre, selon les projections actuelles, augmentera de plus de 3, voire 4 degrés centigrades au-dessus de son niveau pré-industriel d'ici 2100. 100. Il faut savoir que chaque augmentation de 0,1 degré de la température atmosphérique a un effet considérable sur le climat. Has a tremendous effect on the climate. Les phénomènes météorologiques extrêmes ne feront qu'empirer à mesure que nous continuerons à rejeter de plus en plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Nous avons toujours le pied sur l'accélérateur alors que nous sommes sur la voie de l'enfer climatique. Nous nous rapprochons dangereusement du point de non-retour. En effet, l'augmentation des canicules extrêmes rendra certaines parties du globe inhabitables. Si la température atmosphérique mondiale augmente de 3 degrés par rapport au niveau pré-industriel, on estime que les zones de la Terre qui seront trop chaudes pour l'existence humaine passeront de 1% actuellement à au moins 19 à 20% de la surface terrestre mondiale. L'élévation prévue du niveau de la mer pourrait atteindre 1 mètre, voire plus, au cours de ce siècle, ce qui entraînerait le déplacement de centaines de millions de personnes. En outre, les dégâts incommensurables causés par les inondations et la sécheresse entraînent une migration massive vers des régions plus sûres. La cause du changement climatique est à la fois liée au nombre d'habitants de la planète et à leurs émissions de gaz à effet de serre par habitant. Nous sommes tout simplement trop nombreux à vivre de manière insoutenable dans le monde d'aujourd'hui pour que la Terre soit viable. L'idée selon laquelle nous, les humains, pouvons calculer notre population de manière à ce qu'elle soit durable n'a rien de nouveau. De nombreuses personnes ont émis l'hypothèse qu'il serait possible de développer des modèles de population qui pourraient nous aider à comprendre si un pays donné vit de manière durable ou au-dessus de ses moyens. L'individu le plus célèbre et le plus controversé à avoir abordé ce problème est probablement Thomas Malthus, qui, en 1798, a publié sa théorie sur la population. Il a déclaré que les populations augmenteront inévitablement jusqu'à ce qu'elles dépassent les réserves alimentaires disponibles ou que leur croissance soit inversée par la maladie, la famine, la guerre ou une calamité.
Si un modèle reliant les chiffres de la population et les modèles de consommation humaine à la durabilité environnementale pouvait être développé, cela pourrait s'avérer être un outil très utile pour les gouvernements et les scientifiques. Pour être utile, un tel modèle devrait être scientifiquement fondé, robuste, précis, transparent, résister à l'examen et être facile à comprendre. Au début des années 1990, deux individus très brillants, le Dr William Rees et le Dr Matthijs Walkernagel, ont développé l'idée d'un modèle d'empreinte écologique. Ce modèle est désormais promu par une organisation appelée Global Footprint Network. L'empreinte écologique est désormais un nom familier. Chaque année, les scientifiques du Global Footprint Network calculent deux points fondamentaux très importants. Premièrement, la biocapacité et deuxièmement, l'empreinte écologique de chaque pays du globe. La biocapacité et l'empreinte écologique sont tous deux exprimés en hectares global. Cela permet de comparer les pays et les individus. L'énergie du Soleil, grâce à la photosynthèse, produit toutes les réserves dont nous avons besoin sur Terre, c'est-à-dire la biocapacité totale de la Terre. La biocapacité évalue la capacité d'un écosystème à reconstituer ses réserves et à absorber les déchets issus de leur consommation. L'empreinte écologique, en revanche, correspond à toutes les choses que nous devons consommer, c'est-à-dire les productions de la terre, et en termes simples, mesure la quantité de terre et d'eau dont nous avons besoin pour produire les ressources que nous utilisons, c'est-à-dire des choses comme l'énergie, le bois, la nourriture, les terres pour l'habitat, les produits de la mer et l'absorption des déchets que nous produisons. C'est comme une équation simple. Les entrées doivent être égales ou supérieures aux sorties pour que le monde soit dans un état durable. C'est-à-dire que la biocapacité totale de la Terre doit être égale ou supérieure à l'empreinte écologique totale de la Terre. Les résultats peuvent être représentés schématiquement en couleurs sur une carte du monde. Lorsque l'empreinte écologique d'un pays dépasse sa biocapacité, terme connu sous le nom de déficit écologique, on dit qu'il vit de manière non viable. Tous ces pays sont marqués en rouge. Lorsque la biocapacité d'un pays dépasse son empreinte écologique, on dit que le pays est un créancier écologique, c'est-à-dire que ce pays vit de manière viable. Tous ces pays sont marqués en vert, pas de réserve écologique. Dans ses calculs annuels d'empreinte écologique et de biocapacité, le Global Footprint Network utilise 15 000 points de données par pays et par an. Là où il existe des données enregistrées, les calculs de l'empreinte écologique et de la biocapacité remontent à 1962. Notez combien de pays qui étaient créanciers écologiques en 1962 se retrouvent en déficit écologique en 2015. Voici un graphique qui trace, au fil du temps depuis 1962, côte à côte, la biocapacité totale de la Terre et l'empreinte écologique totale de la Terre. Notez comment la Terre est passée d'un statut de créancier écologique à un statut de déficit écologique lorsque les lignes se sont croisées au début des années 1970, alors que la population mondiale était d'environ 3,2 millions d'habitants. Aujourd'hui, 85% de la population mondiale vit dans des pays qui présentent des déficits écologiques. La logique simple nous dit alors que le monde, avec ses habitudes de consommation actuelles, devrait réduire sa population d'au moins 2/3, c'est-à-dire réduire sa population mondiale à 3,2 milliards, si cette planète veut revenir à un état viable. Le monde change rapidement. Nous avons besoin d'un moyen permettant de quantifier, de comprendre, de mesurer et donc de comparer facilement la viabilité des différents pays. L'un des meilleurs moyens d'y parvenir est d'utiliser un concept connu sous le nom d'indice de développement durable. Nous partons d'une idée utopique fondamentale. Nous voulons que chaque être humain sur cette planète vive une vie pleine et durable. Pour que cela se produise, nous aurons besoin que chaque personne sur cette planète reçoive une bonne éducation, gagne suffisamment pour avoir suffisamment de richesses matérielles pour être heureux, vive une vie longue et saine, bonne longévité, mais en même temps, ne pas endommager l'environnement ni nuire à cette planète.
Les Nations Unies ont développé un concept connu sous le nom d'indice de développement humain, ou IDH en abrégé, qui mesure la première partie de l'idée utopique ci-dessus. L'indice de développement humain est composé de 3 éléments: longévité et santé, éducation, revenus. Les Nations Unies produisent des statistiques annuelles sur l'IDH pour chaque pays du monde. Country in the globe. Dans ce diagramme, vous pouvez voir l'évolution de l'indice de développement humain pour chaque pays de la planète de 1990 à 2021. L'un des pays ayant l'IDH le plus bas est le Soudan, avec un indice de développement humain de 0,381 en 2022. À l'autre extrémité de l'échelle, nous avons les Suisses, extrêmement riches, bien éduqués et en excellente santé, qui ont un IDH élevé de 0,91. Notez comment l'IDH de chaque pays s'est amélioré depuis 1990. Ainsi, l'indice de développement durable est simplement un graphique de l'empreinte écologique par rapport à l'indice de développement humain. Tout d'abord, nous devons définir ce que nous entendons par un indice de développement humain élevé. Development Index. Un chiffre de 0,7 a été défini par les Nations Unies comme un seuil élevé de l'indice de développement humain. Notez maintenant que nous représentons ce seuil de 0,7 IDH sur l'axe X. Sur l'axe vertical, nous mesurons l'impact que chaque pays sur la planète par son empreinte écologique en termes de nombre équivalent des terres. Nous savons que sur cette terre, il y a 12 milliards d'hectares de terres productives utilisables pour 8 milliards d'humains vivant sur cette For planète. 8 billion humans living on this planet. Pour que cette planète soit viable, l'empreinte écologique ne doit pas dépasser 12 milliards d'hectares globaux. Earth must not exceed 12 billion global hectares. Actuellement, l'empreinte écologique de la Terre est bien supérieure à sa biocapacité. C'est-à-dire que les humains consomment et polluent plus que la capacité de la Terre à régénérer ce que nous consommons. C'est tellement le cas qu'il faudrait actuellement 1,75 fois de la capacité terrestre par an pour soutenir l'empreinte écologique de la Terre. Ou, pour le dire autrement, il faudrait 20 mois à la Terre pour régénérer ce qui est pris ou consommé en 1 an. Nous savons que le climat de la planète change tant que nos vies deviendront de plus en plus précaires à l'avenir. Precarious in the future. Il s'agit de la répartition de tous les pays de la planète représentés sur le graphique de l'indice de développement durable pour l'année 1990. Très peu de pays ont la même empreinte écologique. Si nous avions tous eu les habitudes de consommation, c'est-à-dire l'empreinte écologique des peuples du Niger, de l'Ouganda, de l'Inde, de la Chine, de l'Indonésie ou du Sri Lanka, alors l'empreinte écologique de cette planète aurait été équivalente à moins des 2/3 de la biocapacité terrestre par an. 2/3 of the Earth's biocapacity per year. La Terre serait encore aujourd'hui dans un état de développement durable. Cependant, les pays ont un indice de développement humain inférieur à 0,7, soit un indice de développement humain inacceptablement bas. Si au contraire nous avions tous eu les capacités d'une société moderne et que nous ayons tous vécu comme un Américain ou un citoyen des Émirats arabes unis, cela aurait été une catastrophe environnementale pour cette planète. Il aurait fallu que cette Terre se régénère 5 fois ou plus par an en termes de biocapacité qu'elle ne le fait actuellement pour rester dans un état de développement durable. To remain in a sustainable state. Il ne resterait plus rien de la planète. Pour que cette Terre ait un développement durable, nous ne devrions pas consommer ou émettre plus de gaz que ce que la Terre peut régénérer en 1 an, c'est-à-dire en dessous de la ligne d'empreinte écologique de la viabilité de cette Terre, mais en même temps avoir un indice de développement humain supérieur à 0,7. Autrement dit, l'idéal serait que chaque pays soit concerné par ce problème si nous voulons que la Terre vive de manière durable. Is to be living sustainably. Regardons maintenant à nouveau la répartition des pays sur le graphique de l'indice de développement durable en 1990. Notez maintenant le changement dans le modèle de répartition des pays sur ce graphique au fil du temps, de 1990 à 2021. Vous verrez qu'à mesure que les pays les plus pauvres se développent, deviennent plus riches, qu'ils améliorent leur style de vie et augmentent leur indice de développement humain, leurs habitudes de consommation changent de telle manière que leur empreinte écologique est supérieure à l'équivalent d'une année terrestre de biocapacité.
Il convient également de noter que seuls quelques pays entrent dans la catégorie des pays dépassant le seuil de 0,7 de l'indice de développement humain. La raison en est assez simple. Dans tous les pays, aucune société n'a été capable de développer et d'adopter les technologies à faible émission de carbone qui nous permettent de profiter des avantages d'une société moderne sans augmenter de manière significative notre empreinte écologique. Heureusement, plus de 50% de l'empreinte carbone globale de la Terre est due à la combustion de combustibles fossiles. Il est donc évident, à partir de ce diagramme de l'indice de développement durable, que si les pays qui vivent actuellement de manière non durable pouvaient réduire considérablement leur population et également réduire leurs émissions de carbone, cela les placerait dans la case de développement durable. Cela peut être techniquement faisable à long terme, mais à court terme, une telle situation est peu probable car la plupart de ces pays qui vivent de manière non durable ne veulent pas ou ne peuvent pas investir dans des technologies qui peuvent réduire suffisamment leurs émissions de carbone pour devenir durables. Il y a néanmoins de bonnes nouvelles. Même si la population mondiale augmente, les gens choisissent aujourd'hui d'avoir des familles beaucoup plus petites. À mesure que le monde se modernise, les taux de fécondité de la planète diminuent. Malthus n'aurait pas pu prédire cela. La population de la Terre ne suit pas la voie malthusienne et ne s'accroît pas simplement jusqu'à épuiser les ressources naturelles nécessaires pour continuer à croître. Dans les années 1950, environ 60% de la population mondiale de femmes avait un taux de fécondité supérieur à 6 enfants par femme. Entre 2005 et 2010, le pourcentage de femmes dans le monde ayant 6 enfants ou plus était tombé à 8%. Et 52% des femmes dans le monde avaient atteint ce taux de fécondité magique de 2,1, chiffre de renouvellement de la population. Ce chiffre de 2,1 est particulièrement pertinent car lorsque le taux de fécondité d'une population tombe au niveau de remplacement de 2,1, cette population finit par se stabiliser. Lorsque le taux de fécondité descend au-dessous de 2,1, cette population diminue. Le Japon, la Corée du Sud, la Chine et de nombreux pays d'Europe connaissent aujourd'hui un déclin de leur population et, à l'exception de l'Ukraine, cette situation se fait sans guerre, sans famine ni maladie. War, famine or disease. Bien que la population de la Terre soit passée de 2 milliards en 1950 à plus de 8 milliards aujourd'hui, son taux de croissance diminue depuis le début des années 1950. Ce déclin quasi miraculeux du taux de fécondité est connu sous le nom de transition démographique. Ce phénomène marque un changement considérable dans l'histoire moderne. Ceci représente un changement mondial fondamental vers un taux de fécondité durablement bas, ce qui transformera nos sociétés d'une manière que nous ne pouvons pas encore imaginer. Cette transition démographique se reflète dans les projections démographiques mondiales à moyen terme des Nations Unies. La population mondiale devrait atteindre son maximum vers 2075 avec une population mondiale de 10,5 milliards d'habitants et rester à ce niveau pendant quelques décennies avant de décliner régulièrement. Les projections des tendances démographiques futures sont ahurissantes. Si la tendance actuelle à la baisse des taux de fécondité se poursuit d'ici la fin du siècle, la population de pays comme le Japon, la Chine, la Corée du Sud, la Thaïlande et les pays européens aura diminué de 40 à 60%. Bien que de nombreux pays puissent en théorie réduire leur empreinte carbone en poursuivant des politiques en matière d'énergie renouvelable afin de devenir durables, en réalité, il est peu probable que cela se produise dans un avenir proche, en particulier pour les pays qui tentent de sortir leur société de la pauvreté. Tenter d'améliorer le niveau de vie sans recourir aux énergies fossiles s'avère encore trop coûteux économiquement. Si cette planète devait être plus réaliste et pragmatique, de nombreux pays pourraient tirer profit du déclin de leur population pour réduire leur empreinte carbone et ainsi atteindre plus rapidement un état de développement durable. Reach a sustainable population state faster. Par exemple, l'Inde est l'un des nombreux pays que le modèle de l'empreinte écologique décrirait comme surpeuplé et vivant de manière non durable. L'Inde est un pays très intéressant, car en 1952, ça a été le premier pays à adopter un programme de planification familiale. Family planning program. Let us give serious thought to the urgent need for planned parenthood, which alone will ensure the happiness and prosperity of our children.
Le pays continue depuis à lutter pour réduire son taux de natalité. Néanmoins, l'Inde a désormais réussi à atteindre ce taux de fécondité magique de 2,1. Cela se reflète dans les projections démographiques de l'ONU qui prévoient que la population indienne se stabilisera à 1,7 milliard d'habitants d'ici 2065, puis diminuera progressivement. Si l'Inde voulait un jour atteindre une taille de population durable, c'est-à-dire où son empreinte écologique serait égale à sa biocapacité totale dans le cadre des modes de consommation actuels, le pays devrait réduire sa population d'au moins 2/3 pour atteindre 470 millions de personnes. L'Inde n'est qu'un des nombreux pays qui devrait réduire sa taille de sa population pour atteindre un développement durable. Par exemple, les États-Unis, dont la population actuelle est de 338 millions d'habitants, devraient réduire sa population à 169 millions. Et la Chine, qui compte 1,457 milliards d'habitants, devrait réduire sa population à 323 millions. Le Japon, avec une population de 124 millions d'habitants, pourrait atteindre un développement durable avec une population comprise entre 20 et 40 millions. Le Royaume-Uni, avec une population actuelle de 68 millions d'habitants, a besoin d'une population comprise entre 19 et 30 millions. Le Nigeria, avec une population actuelle de 218 millions d'habitants, devrait réduire sa population à au moins 118 millions. L'Égypte, avec une population actuelle de 103 millions d'habitants, devrait réduire sa population à 22 millions. Et les Émirats arabes unis, dont la population actuelle est de 9 millions, devraient la réduire à 600 000. De toute évidence, le modèle de réseau d'empreinte mondiale peut sembler erroné, car de nombreuses autres considérations doivent être prises en compte lors de l'évaluation d'une taille de population pour un développement durable. Toutes les nations ont leurs propres caractéristiques comportementales et davantage en termes de ressources qui doivent être prises en compte lors de l'évaluation d'une taille de population de développement durable. Par exemple, les Émirats arabes unis pourraient considérablement augmenter leur biocapacité et donc la taille durable de leur population grâce à la production d'eau douce pour l'irrigation par dessalement. De toute évidence, le commerce est un autre moyen de combler le déficit de biocapacité. Cependant, le modèle écologique de l'empreinte globale ne doit pas être rejeté comme étant trop simpliste, car cette méthodologie est basée sur de nombreuses données scientifiquement prouvées. Il ne serait pas correct de terminer ce documentaire sans décrire l'impact dévastateur que la surpopulation humaine a eu sur les écosystèmes sauvages et la biodiversité. L'espace nécessaire à une biodiversité saine et vigoureuse n'est pas pris en compte dans le modèle d'empreinte écologique globale lors de la détermination d'une taille de population humaine durable. A sustainable human population size. L'impact de la surpopulation humaine sur la biodiversité a conduit à une grande perte de la riche mosaïque de la nature sur cette terre. Aujourd'hui, 56% de la population mondiale vit dans les villes. Cette tendance devrait se poursuivre, la population urbaine doublant largement sa taille actuelle d'ici 2050. C'est pourquoi nous sommes nombreux à ne plus avoir de contact quotidien avec la nature, ce qui peut paraître insignifiant pour la plupart d'entre nous dans notre vie quotidienne. En conséquence, nous avons modifié la Terre de nombreuses manières inattendues. Les humains ont conduit au moins 680 espèces de vertébrés à l'extinction depuis 1500. À l'échelle mondiale, on a observé une chute stupéfiante de 68% en moyenne des populations de mammifères, d'oiseaux. Dans les Caraïbes et en Amazonie, cette perte de biodiversité a atteint 94% au cours de la même période. Au fil des siècles, le défrichage des terres par les humains pour l'agriculture a conduit à la perte de l'habitat de la faune sauvage et de la biodiversité à l'échelle mondiale. Au moins 40% des forêts du monde ont été détruites au profit de l'agriculture depuis la dernière période glaciaire. L'ampleur de ces pertes est devenue hallucinante. Au cours des 50 dernières années seulement,
On estime que 340 millions d'hectares de nouvelles terres cultivées ont été créés à l'échelle mondiale et que 470 millions d'hectares, environ la moitié de la superficie de la Chine, d'écosystèmes naturels ont été convertis en pâturage. Ainsi, aujourd'hui, le bétail représente 62% de la biomasse totale des mammifères, les humains 34% et la faune sauvage seulement 4%. Les oiseaux sauvages ne représentent désormais que 29% de la biomasse aviaire totale, tandis que les 70% restants sont constitués de volailles destinées à la consommation humaine. En plus de l'impact que l'homme a eu sur la faune et la biodiversité pour répondre à ses besoins d'espace pour les pâturages et cultiver sa nourriture, s'ajoute désormais le stress supplémentaire dû au changement climatique. N'oublions pas de revenir sur 2 des nombreux exemples de pertes subies par la nature au cours des 12 derniers mois en raison du changement climatique provoqué par la surpopulation et la surconsommation. Lorsqu'une vague de chaleur record a dépassé les 42 degrés centigrades en Australie, un tiers des renards volants à lunettes du pays ont été exterminés. À l'autre bout du monde, dans le fleuve Amazon brésilien, 150 dauphins d'eau douce, une espèce en voie de disparition, sont morts à cause de la canicule et de la sécheresse. Cela rapproche encore davantage la population fluviale de l'extinction, puisque ce nombre représente 10% de la population locale. Il ne fait donc aucun doute que toute diminution de la population humaine dans de nombreux pays atténuera la pression exercée sur la déforestation et la perte de la biodiversité. À l'avenir, nous devrons certainement prendre en compte le besoin d'espace pour la faune sauvage lorsque nous déterminerons si une population est viable. De nombreuses personnes dans de nombreux pays pourraient convenir qu'elles ressentent les effets négatifs du stress démographique, et l'Inde en est un exemple. Faites la liste de tous les autres problèmes environnementaux qui nous affectent aujourd'hui, nous et notre pauvre planète malmenée, l'augmentation des gaz à effet de serre et le réchauffement climatique qui en résulte, l'acidification des océans et l'effondrement des stocks de poissons, la disparition de la forêt tropicale, l'extension des déserts, la pénurie de terres arables, l'augmentation des phénomènes météorologiques violents, les changements dans les schémas de migration de la faune sauvage, la liste est longue. Ils ont tous une cause sous-jacente commune. Chacun de ces problèmes mondiaux, sociaux et environnementaux devient plus difficile et finalement impossible à résoudre avec toujours plus de personnes. To solve with ever more people. De nombreux gouvernements semblent cependant penser différemment. C'est là que la théorie se heurte à la réalité. Les hommes politiques ne sont pas favorables à la réduction de la population car elle conduit au vieillissement de la société et selon eux, la stagnation économique et ou la récession. La diminution du nombre de jeunes actifs qui subviennent aux besoins d'un nombre croissant de personnes en âge de retraite est considérée comme mauvaise pour l'économie. La manière dont les nations et les sociétés réagiront à la réduction future des taux de fécondité et de la population est donc très importante. La manière dont nous gérons cette situation n'est pas prédéterminée. Nous savons que le recours à la coercition gouvernementale pour augmenter les taux de fécondité ne fonctionne pas dans les pays démocratiques. La plupart des sociétés ont donc choisi de lutter contre le déclin de leur population en investissant de l'argent dans diverses politiques dont l'objectif premier est d'augmenter leur taux de fécondité. La France est récemment tombée sous les feux des projecteurs en raison de ces politiques visant à stopper la baisse de la natalité par le biais d'incitations financières. Ils ont des impôts plus bas pour les familles, à partir de 2 enfants, jusqu'à ce que l'enfant atteigne 18 ans. Ont des crèches, financées par les régions et l'État, insuffisantes en nombre, ont accordé une aide financière pour les parents qui font garder leurs enfants, ont abaissé l'âge scolaire de 6 à 3 ans, ont incité les parents à travailler à temps partiel, peuvent bénéficier d'un congé de maternité généreux, 3 mois ou congé parental de 3 ans, ont bénéficié d'une allocation de déplacement pour les familles et les enfants.
Cependant, leur taux de fécondité continue de baisser. La Corée du Sud a dépensé plus de 200 milliards de dollars en 16 ans pour tenter d'augmenter son taux de fécondité, mais cela n'a pas fonctionné non plus. This didn't work either. La recherche aveugle d'un taux de natalité plus élevé pour résoudre les problèmes économiques pourrait se retourner contre nous. De nombreux jeunes ne contribueront à l'économie que s'ils sont économiquement actifs. De plus, les populations ont vieilli rapidement ces dernières années dans les pays dont la fertilité a baissé. Par exemple, au Royaume-Uni et en Irlande, il a fallu 90 ans pour que le pourcentage des personnes de plus de 60 ans dans la société passe de 15% à 30%. Mais aujourd'hui, il n'a fallu que 20 ans à la Thaïlande et à l'Iran pour parvenir au même changement. Le message est donc que de nombreux pays devront agir rapidement s'ils veulent sortir du piège de la pauvreté avant de devenir une société vieillissante. Ne pas planifier pour une société vieillissante n'est pas une solution. Cela conduirait à la faillite des fonds de pension et à un désordre financier pour les finances publiques. La faillite des fonds de pension est pour l'instant due à la spéculation. Les pays en développement devront s'éloigner des économies informelles qui risquent de plonger les générations plus âgées dans la pauvreté lorsqu'elles atteignent l'âge de la retraite. Prenons le cas du Japon. C'est le meilleur exemple d'un pays confronté au problème d'une société vieillissante. Le reste du monde sera finalement confronté au même changement démographique redoutable et observera de près les ajustements politiques, les innovations et les expériences menées par le gouvernement et les entreprises du Japon pour faire face à ce phénomène. Observez comment la répartition de sa population a évolué, passant d'une forme pyramidale classique dans les années 50 à la forme inversée actuelle. Actuellement, 30% de sa population a plus de 65 ans. Le taux de fécondité actuel du Japon est de 1,37. Il s'agit de l'un des plus bas du monde. Si ce taux de fécondité persiste, 40% de la population japonaise pourrait avoir plus de 65 ans avant que la pyramide des âges ne se stabilise. Selon les projections actuelles, cela pourrait se produire d'ici 2075. Le vieillissement de la population constituera une force redoutable, mais pas insurmontable, à laquelle il faudra faire face dans les décennies à venir. Le Japon dispose de programmes visant à améliorer la santé de sa société afin que les gens puissent travailler le plus longtemps possible. Il s'agit d'augmenter l'âge de la retraite ainsi que le droit à la retraite. Il augmente la taille de ses effectifs en encourageant la participation des femmes au marché du travail. Le pays recrute des soignants parmi ses voisins asiatiques afin de l'aider à prendre soin des personnes âgées. Il a mis en pratique l'utilisation de robots et de nombreuses autres innovations techniques afin d'aider les soignants des personnes âgées. L'évolution la plus importante des temps modernes, qui n'aurait pas pu être prévue, est probablement le nombre de personnes qui vivent jusqu'à plus de 100 ans. People who are now living to over the age of 100. Ici encore, le Japon arrive en tête du classement avec 74 personnes vivant de plus de 100 ans pour 100 000 habitants, et leur nombre augmente même maintenant. Il y a actuellement environ 91 000 personnes de plus de 100 ans vivant au Japon. Le pourcentage de femmes vivant jusqu'à plus de 100 ans prédomine dans la distribution. Le professeur Yasumichi Arai, du Centre de recherche médicale sur les supercentenaires de l'Université de Keio de Tokyo, qui étudie le phénomène croissant des supercentenaires, s'émerveille de l'incroyable forme physique et de l'agilité mentale de certains de ces patients âgés approchant les 100 ans. L'arrivée de l'âge des supercentenaires est une caractéristique de l'avenir et les conséquences pour les nations futures d'un nombre croissant de personnes vivant jusqu'à plus de 100 ans ne sont pas encore entièrement comprises. L'interrelation entre le changement climatique et la surpopulation est un vaste sujet et nous risquons de trop le simplifier. And we are in danger of oversimplifying this ruthlessly unforgiving subject. Nous saccageons actuellement notre belle planète avec notre pollution, nos combustibles fossiles et nos modes de vie personnels et arrogants. Il n'existe qu'une seule planète capable de supporter la vie humaine et nous devrions en prendre soin bien mieux que nous le faisons actuellement. Le changement climatique s'accélère.
La Terre pourrait franchir une myriade de points de basculement climatique sans grande chance de revenir à l'équilibre si l'on tarde encore à résoudre les problèmes de changement climatique auxquels nous sommes confrontés. Le changement climatique auquel nous assistons actuellement n'est peut-être qu'un début. Dans ce documentaire, nous n'avons fait qu'effleurer brièvement certains des effets du changement climatique. Il existe de nombreuses autres menaces bien réelles que nous devrons prendre en compte afin d'avoir une vision globale. Par exemple, à mesure que les calottes glaciaires continuent de fondre, nous risquons d'accélérer encore davantage le dégel du pergélisol profond, ce qui pourrait libérer dans l'atmosphère environ 150 milliards de tonnes de carbone emprisonné. Cette quantité de carbone équivaut à 3 fois ce qui est actuellement emprisonné dans les forêts de la planète. La libération d'une telle quantité de carbone dans l'atmosphère aurait un effet dévastateur sur le climat. De plus, il existe des preuves solides selon lesquelles certains des courants marins profonds qui circulent dans les océans de la Terre et qui fournissent des nutriments au plancton dont se nourrissent les poissons plus haut dans la chaîne alimentaire s'affaiblissent et certains courants pourraient éventuellement s'arrêter. Cela entraînera des conséquences désastreuses non seulement sur le climat, mais aussi sur la productivité primaire et les chaînes alimentaires marines qui se nourrissent des nutriments transportés par ces courants. Cependant, il y a un fait brutalement vrai qui transparaît dans ce documentaire. Nous sommes tout simplement trop nombreux à vivre sur cette planète. L'humanité doit cesser d'éviter un débat honnête sur ce sujet et relever ce défi de manière impartiale. In an impartial manner. Ce documentaire a également abordé l'aspect scientifique de la viabilité et démontré que des outils scientifiques pragmatiques peuvent être utilisés pour mesurer l'indice de développement humain viable. Nous devons également appliquer les technologies dont nous disposons pour non seulement réduire nos émissions de carbone, mais aussi garantir que les générations futures auront les connaissances et la capacité de se reproduire de manière responsable. Chaque enfant né dans ce monde doit être désiré. Chaque enfant dans le monde a besoin qu'on veille sur lui et qu'on le protège, qu'il ait été désiré ou non. Cela nécessitera une bonne éducation pour tous, l'égalité des chances et un changement d'attitude titanesque. Il y a de nombreux symboles des changements sociétaux dont cette terre a besoin, mais il en a un qui se démarque de tous les autres, l'inégalité des sexes dans le monde. Là où les femmes bénéficient d'une éducation complète, du droit de vote, du libre arbitre, de l'égalité des chances, de la protection dans leur genre, d'un accès facile à la planification familiale et de la capacité de trouver un bon travail, cela se traduira par une réduction des taux de fécondité et, à terme, par une stabilisation des populations. Les gens vivront également plus longtemps à l'avenir. Il est donc probable que nous devrons travailler plus longtemps afin de pouvoir payer nos retraites. Si nous comprenons tous ces faits et agissons en conséquence, alors il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas nous attendre à un avenir plus brillant que celui que nous avons dépeint dans ce film. Mais si nous ne le faisons pas,